remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à cette session. Donc, moi et Dr. Panesh, notre médecin réanimatrice, on va détailler le chapitre de permissis gravidarum. Donc, au début, on va clarifier une différence entre les nausées, vomissements gravidiques et les permissis gravidarum. Donc, un, donc, il y a une différence à clarifier entre les nausées, vomissements gravidiques et les permissis gravidarum. Donc, les nausées, vomissements considérés comme bénins et physiologiques sont fréquents et peuvent atteindre jusqu'à 80% de grossesse. Ils apparaissent à environ 5 semaines avec un maximum à 9 semaines pour disparaître entre 16 et 18 semaines qui seront sans retentissement clinique. Par contre, l'hypermésis gravidarum, elle est diagnostiquée devant des vomissements prolongés, incoercibles, avec une perte de poids à plus que 5%, une déshydratation et troubles électrolytiques. Donc, elle débute en général entre 8 et 12 semaines. C'est une entité heureusement rare et c'est considéré comme le premier motif d'hospitalisation au cours de la première moitié de grossesse. Donc, il existe un score, c'est le Puke score, qui permet de classer la sévérité de ce vomissement. Il s'agit d'un questionnaire. Les permissis graves et les vomissements sont considérés comme sévères. C'est la somme des réponses de 3 questions atteint les 13 points et cette sévérité peut engager le pronostic vital maternel. Donc, c'est un diagnostic clinique, c'est un diagnostic d'exclusion basé sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques, sans aucun test spécifique ne puisse le valider. C'est un diagnostic différentiel. Il faut, avant de retenir un hypermésis gravidarum, il faut éliminer les autres étiologies, à savoir les appendicites, les pancréatites, les hépatites, le PNA, les torsions d'annexe, les hyperthyroïdies, le diabète déséquilibré, les crises migraineuses, voir les prééclampsies, le HELP syndrome et le Chag. Donc, pour la physiopathologie, l'étiologie n'est pas claire. Il existe plusieurs théories physiopathologiques qui s'affrontent et s'intriquent. La théorie motrice, l'hyperprogestéronémie vue au premier trimestre de la grossesse permet de la diminution de la continence du sphincter inférieur de l'œsophage et la perturbation de l'activité électrique gastrique, ce qui provoque des reflux gastro-œsophagiens, des vomissements. La théorie psychosociale, surtout les troubles de la personnalité, la dépendance, l'anxiété, la personnalité histrionique. Et bien sûr, la théorie hormonale, comme Dr. Ben Saïd a expliqué, que il y a une coïncidence entre l'apparition de ces vomissements entre 6 et 12 semaines coïncide avec le pic de HCG à ce terme-là. On va détailler encore plus les théories hormonales. Le HCG et surtout sa sous-unité bêta et ses isoformes surtout acides va agir sur la sécrétion par voie indirecte sur le corps jaune puis le placenta pour la sécrétion des estradiol de progestérone qui sont connus comme des inducteurs de vomissement et de nausées, de vomissement et de douleur abdominale, et agit aussi par voie directe sur les ions pancréatique et duodénal qui permet la sécrétion de bicarbonate et de potassium, ce qui expliquerait par la suite l'apparition des acidoses cytométaboliques et l'hypokaliémie. L'action thyréotrope de HCG explique l'apparition de l'hyperthyroïdie qui serait biologique. Elle est assez fréquente, 70%, sans traduction clinique, transitoire et avec un bilan thyroïdien normal. Pour les facteurs de risque de l'hypermésis gravidarum, on cite l'antécédent de l'hypermésis, l'obésité, la multiparité, la nulliparité, le jeune âge, les grossesses multiples, les maladies trophoblastiques, le sexe féminin et les infections par Helicobacter pylori. Les caractéristiques cliniques, ce sont des vomissements prolongés, incoercibles, qui peut se retentir sur le poids avec une diminution de plus que 5% de poids initial, une déshydratation avec tachycardie, voire même un choc hypovolimique, une fente musculaire avec myalgie à cause de la dénutrition, une thyrotoxicose, mais pas de goitre palpable, les douleurs abdominales et l'ictère qui serait il y a des rares cas d'ictère cholestatique qui sont rapportés. Pour les caractéristiques biologiques, elles font partie de la définition. Donc, c'est l'acétonurie, les troubles ioniques
l'hyponatrémie, l'hypocalémie, l'alcalose hypochlorémique, voire l'acidose métabolique, l'hémoconcentration, l'hypoglycémie, l'insuffisance rénale fonctionnelle, l'hyperthyroïdie biologique, et la perturbation du bilan hépatique, surtout, c'est pas surtout sur la latte qui peut atteindre jusqu'à 30 fois la normale avec une augmentation modérée de la bilirubine. Aussi, l'élévation discrète de l'amylasémie et de la lipasémie à 2-3 fois la normale, avec la carence vitaminique multiple. Pour le bilan à demander, les bandelettes urinaires avec les CBE et un bilan biologique, l'hémogramme, le bilan rénal, bilan hépatique, ionogramme et le bilan thyroïdien. Le diagnostic positif, donc comme on a dit, devant les vomissements, l'amaigrissement, le déséquilibre hydroélectrique. Donc, est-ce qu'on est devant un hypermésis gravique d'arôme ou pas? Au début, on doit commencer par un examen clinique minutieux, un examen biologique et aussi une échographie abdominale. S'il n'y a pas de diagnostic à retenir, donc très probablement on est devant un hypermésis gravique d'arôme. La première chose à vérifier, c'est la recherche de signes de gravité, pour, à savoir la dénutrition, la thyrotoxicose et l'ictère, pour mieux adapter la prise en charge thérapeutique. Pour les formes évolutives, les complications fœtales, le PAG, la prématurité, mais pas d'augmentation des risques d'anomalies fétales. Pour les complications maternelles, je laisse le soin pour Dr Hanesh pour mieux détailler ces complications. Donc, mais par contre, pas de corrélation entre l'acétonurie et la sévérité de la pathologie. La seule association trouvée, c'est entre l'acétonurie et la durée d'hospitalisation. Plus le degré de l'acétonurie est élevé, plus la durée d'hospitalisation est longue. Donc, la prise en charge globale, d'abord, il faut rassurer la patiente, l'hospitaliser, éliminer les diagnostics différentiels, arrêter le traitement martial parce que la supplémentation en fer provoque les vomissements, les nausées et le douleur abdominale, réhydratation en correction de troubles électrolytiques, les antiémétiques, la supplémentation vitaminique et aussi l'éducation nutritionnelle. Et admettre la patiente si les vomissements sont incoercibles, empêchant la prise médicamenteuse et l'alimentation orale, ou si les vomissements persistants avec acétonurie, amaigrissement malgré les antiémétiques oraux, et aussi en cas d'association à une comorbidité. Donc, pour la prise en charge de l'hypermésie gravique d'arôme non compliquée, le gold standard, c'est la réhydratation. Elle doit être faite par voie intraveineuse sur plusieurs jours. Donc, il faut interdire la voie entérale jusqu'à la disparition de la déshydratation. Et les produits à base de dextrose doivent être utilisés seulement après l'apport de thiamine. Après, une évaluation quotidienne clinique et biologique doit être instaurée pour surveiller la patiente et ajuster les traitements. La pose d'un cathé central est indiquée lorsque la thérapie doit être prolongée plus que 14 jours et lorsqu'il existe une insuffisance rénale ou cardiaque. Pour les antiémétiques, il existe trois classes. En pratique clinique, les plus utilisés, ce sont les antiémétiques de deuxième ligne, surtout les méthoclopramides de 5 à 10 mg chaque 8 heures et la dompéridone à la dose de 10 mg chaque 8 heures. Pour les corticoïdes, ils sont sont utilisés en cas d'échec de l'él'association de plusieurs antiémétiques. Il faut essayer des combinaisons de plusieurs antiémétiques en cas d'échec d'un seul antiémétique. La voie parentérale ou rectale doit être essayée. C'est la prise par voie orale est impossible. Et il faut toujours utiliser des antiémétiques qui sont connus avec des associations multiples, comme on a dit. Pour la supplémentation en thiamine, donc il faut insister qu'elle doit être commencée avant l'utilisation de produits à base de dextrose, soit par voie orale à la dose de 25 à 50 mg 3 fois par jour, ou par voie intraveineuse 100 mg d'huile dans 100 cc de solution salée à passer sur 30 minutes ou à 1 heure seulement une fois par semaine. Pour les autres moyens, il faut toujours essayer tous les mesures thérapeutiques avant d'indiquer une interruption médicale de la grossesse. Les anti-H2 et les EPP doivent être utilisés pour les femmes souffrant d'une œsophagite, d'une gastrite ou antécédent d'ulcère gastro-œsophagien.
Pour les corticoïdes, doit être réservé en cas d'échec de traitement de thérapeutique standard. On va détailler ça de plus avec Dr Haneshi. Donc, pour résumer, si on est devant un hypermésis gravé d'arôme, il faut au début faire les règles géodélétiques, la réhydratation orale, l'apport de thiamine. Si le traitement marche, donc on peut continuer un traitement en ambulatoire. En cas, s'il y a des critères d'hospitalisation, on doit hospitaliser la patiente, rééquilibrer les troubles hydroélectrolytiques, une gêne temporaire, la supplémentation en thiamine, ainsi que le soutien psychosocial et l'association des antiémétiques. En cas de hypermésis gravidarum réfractaire, on doit passer à une nutrition par voie parentérale, introduire les corticothérapie et instaurer une prise en charge psychiatrique. Merci. Merci le comité de m'avoir associé à cette présentation. En fait, l'hypermésis gravidarum peut être responsable des complications majeures qui ne sont pas rares. Pour le praticien, il doit les connaître certes, mais il doit être vigilant dans sa prise en charge. Je me suis basée sur cet article publié en 2021 qui résume les différentes complications majeures de l'hypermésis gravidarum. Donc, on va commencer par la première complication qui est le syndrome de Gayet-Wernicke. C'est une encéphalopathie liée à un déficit sévère en vitamine B1, connue auparavant pour l'alcoolisme chronique. C'est une urgence neurologique du fait de l'évolution rapide des signes cliniques jusqu'à l'apparition d'un œdème cérébral et parfois le décès de la femme dans 17% des cas. En fait, la vitamine B1 agit comme une coenzyme dans le métabolisme de la région périventriculaire par leur circuit de Papez. Sur le plan clinique, c'est une triade qui sera complète dans 30% des cas. Elle associe une confusion mentale, trouble de la vigilance, trouble de la mémoire avec un nystagmus, une trouble de la marche, une ataxie cérébelleuse. D'autres signes cliniques qui sont évocateurs, à savoir les hallucinations, la dysarthrie, l'hypoacousie, voire l'épilepsie. L'IRM est l'examen paraclinique de choix pour confirmer ce diagnostic. Il montre des signes d'hypersignal dans les zones périventriculaires ambilatérales et symétriques. Toutefois, une IRM normale n'élimine pas le diagnostic de syndrome de Gayet-Wernicke. Donc, sur le plan thérapeutique, le traitement se base essentiellement sur l'administration intraveineuse de la vitamine B1 avec une dose de charge de 500 mg le premier jour et 100 mg par jour jusqu'à la disparition des signes cliniques. Le pronostic dépend essentiellement de la durée des signes neurologiques et la précocité du traitement. Donc, ces signes généralement cliniques et radiologiques sont réversibles, mais la femme peut garder une ataxie avec des séquelles psycho-amnésiques. La deuxième complication neurologique fatale, qui est la myélonyse centroportine, elle est due à une correction trop rapide de l'hyponatrémie. Donc, ce qui va entraîner une destruction massive de la substance grise de la zone de la protubérance. Donc, sur le plan physiopathologique, au cours de la correction de l'hyponatrémie, on va apporter de NaCl. Cet NaCl va exercer une hyperpression osmotique extracellulaire, donc ce qui va causer une déshydratation cellulaire, libération des toxines et apoptose des cellules de la substance grise. Sur le plan clinique, on va trouver des troubles de la vigilance, de la conscience, troubles de l'oculométricité, une tétraparésie, un syndrome pseudobulbaire, voire un coma profond. L'IRM aussi, elle fait le diagnostic de cette pathologie en montrant des lésions au niveau de la zone de la protubérance. Donc, le pronostic, il est sombre et le décès, il est quasi total pour cette pathologie. Donc, faites attention d'une correction simple de l'hyponatrémie à une iatrogénie qui est fatale. Pour les complications cardiovasculaires, les causes généralement, c'est l'hypovolémie sévère. On va trouver un état de choc hypovolémique, un collapsus avec une insuffisance rénale, des troubles ioniques sévères d'une hypocalémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, d'où la nécessité de faire un ECG systématique.
Donc, autre chose que j'aimerais bien attirer votre attention, c'est l'administration répétitive et abusive des antiémétiques, surtout les méthylclopramide, le pramperan et le dropéridol. En fait, ce sont des antidopaminergiques qui interagissent avec les fibres myocardiques et peuvent engendrer des troubles de rythme, d'une tachycardie simple à un allongement de l'espace cuté, avoir une tachycardie ventriculaire et parfois des cas de mort subite qui ont été décrits. Donc, s'il vous plaît, faites attention lors de la prescription des antiémétiques. Pour les complications, pour les troubles de rythme, on peut avoir une tachycardie simple, un allongement de l'espace du QT, une tachycardie ventriculaire par l'excitabilité ventriculaire, des torsades de pointe, surtout en cas d'hypomagnésémie sévère et hypocalémie, voire un arrêt cardio-circulatoire, et ça a été décrit lors des hypocalémies sévères. Pour la prise en charge, j'insiste sur la correction ionique, des troubles ioniques. Parfois, on est amené à administrer du sulfate de magnésium, surtout lors des torsades de pointe, avec une dose de charge, d'entretien. Parfois, c'est de la lidocaïne avec une dose de 100 mg, voire une cardioversion lors d'une instabilité hémodynamique. Donc, y a-t-il une association entre hypermésis gravidarum et prééclampsie sévère? Plusieurs études ont prouvé cette association sur des bases physiopathologiques liées à la modification du placenta. D'autres études qui ont dénoncé ça, mais ça reste un sujet de controverse et il faut faire des études ultérieures pour soit infirmer ou confirmer cette relation avec la prééclampsie sévère. D'autres complications cardiovasculaires de l'ordre thrombopénique, à savoir la thrombophlébite ou bien l'embolie pulmonaire, de fait de l'immobilisation de la malade et un état d'hypercoagulabilité. Autre complication aussi, j'aimerais bien, ça me paraît important, qu'il ne faut pas passer à côté. Heureusement, c'est une complication qui est rare, les complications thoraciques. On peut avoir des cas, des pneumomédiastins, un pneumothorax ou une déchirure de l'œsophage. En fait, l'effort excessif de vomissement à glotte fermée va entraîner une destruction des alvéoles et des bronchioles. Donc, surtout chez les femmes jeunes, nullipares, avec une toux excessive. Sur le plan clinique, on peut avoir des douleurs thoraciques, des hématémèses, un emphysème sous-cutané, des crépitations sous-cutanées, voire un gonflement du visage. Le traitement se base parfois à un drainage thoracique urgent et dans le cas d'une perforation œsophagienne, on peut recours à un traitement médico-chirurgical en urgence. Des complications systémiques, à savoir la rhabdomyolyse, elle est décrite du fait de l'hypovolémie sévère et troubles électriques. La patiente, elle se plaint d'une fatigue, d'une faiblesse musculaire et de myalgie. Autre complication, à savoir le syndrome, le déficit en vitamine K par le syndrome hémorragique de la mère ou bien chez le fœtus par des hémorragies intracrâniennes. Aussi la thyrotoxicose, et on a déjà parlé avec Madame Benahmida et Dr Nahed sur l'hyperthyroïdie, mais généralement l'évolution elle est favorable. Un déficit immunitaire, sachez que une femme avec hypermésis gravidarum, elle présente un état d'immunodépression avec un risque infectieux accru et des cas de candidose qui ont été rapportés et aussi l'infection sur cathéter. Donc, pour la prise en charge, en fait, je me suis basée sur les recommandations de l'AGOG, l'American College des obstétriciens gynécologues, de recommandations de 2018. La prise en charge a deux volets, un volet médical et psychologique. Pour le volet médical, l'hospitalisation en réanimation, quand on a des troubles neurologiques, quel que soit le type de trouble neurologique, altération de l'état de conscience, des convulsions, des paresthésies, des paralysies, l'instabilité hémodynamique, les troubles de rythme cardiaque. Donc, pour la prise en charge médicale, elle se base essentiellement sur la réhydratation. Il faut réhydrater la malade. Donc, que ce soit par le sérum physiologique ou l'oranger lactate. Donc, plutôt, je dirais l'oranger lactate parce qu'il est, dans sa composition, il est plus physiologique et il contient aussi de potassium et de calcium. 2 litres initialement durant les premières 4 heures, puis avec un objectif de diurèse de 100 cc par heure. La correction des troubles ioniques par la correction de l'hypocalémie, l'hypocalcémie, l'hypomagnésémie et l'hypophosphorémie. La supplémentation vitaminique, elle est essentielle dans l'hypermésis gravidarum par une supplémentation de thiamine de 100 mg par jour, parfois 100 fois 2, de la vitamine B6, de la vitamine B12 et une injection hebdomadaire et parfois de la vitamine K lorsqu'on a des troubles de l'hémostase.
L'arrêt de vomissement aussi, c'est un objectif pour le confort de la malade, mais on est toujours confronté à des contraintes. En fait, sur la dose toxique des antiémétiques et les troubles de rythme cardiaque, dans un contexte des troubles ioniques. Et n'oubliez pas surtout qu'ils ont le pouvoir tératogène. Le pouvoir tératogène. Euh, euh, la prescription des antiémétiques doit être prudente. On dispose plusieurs molécules. Donc, on a les neuroleptiques, sédatifs, la doxylamine, les antidopaminergiques, le dropiridol, le droleptan, le dogmatil avec un effet anxiolytique, le méthylchloropyide, le trimperan, les antisérotonines, le cetran, et dernièrement, une molécule prometteuse qui vient d'être proposée. C'est un antidépresseur, le Roméran, c'est un tricyclique. Donc, c'est un article nouveau qui vient lancer cette molécule, mais la question, c'est à quelle dose? L'arrêt de vomissement se base aussi sur les corticoïdes. Quand est-ce qu'on a recours aux corticoïdes? Donc, c'est une balance bénéfice-risque, hein. À forte dose de corticoïdes, on est devant la tératogénicité avec la leucomalacie et fente labiale, mais à faible dose, l'efficacité reste douteuse. Mais quand même, on continue à prescrire les corticoïdes, surtout en cas d'hypermésis gravidarum réfractaire. Comme un autre moyen non médicamenteux, c'est l'acupuncture et l'acupression, et beaucoup d'articles ont parlé et ont prouvé l'efficacité de ces moyens thérapeutiques dans la diminution des vomissements. L'alimentation, elle est parentérale au début, surtout en attendant à ce que on aura une correction ionique, une normovolémie, puis l'introduction de l'alimentation orale selon une diète appropriée. Le pansement gastrique par l'administration des IPP. Et n'oubliez pas qu'il y a les gastrites à associer, comme nous a parlé déjà Dr Benahmida et Madame Nehed. La prévention thromboembolique, elle est obligatoire dans cette pathologie. Pour la prise en charge psychologique, essentiellement, on va se focaliser sur la patiente, pas d'isolement. Auparavant, c'était la recommandation, il faut isoler la malade dans une chambre ensemble, pas de contact, pas de téléphone, pas de contact avec sa famille. Cette recommandation, il faut plus l'isoler, il faut garder le contact avec sa famille surtout, moyennant un entretien avec un psychologue. L'écoute de bruit de corps, c'est une alternative que je trouve sympa dans le fait d'apaiser les souffrances de la malade. Aussi, il faut parler à la famille, il faut convaincre la famille que c'est une pathologie hormonale, que c'est une pathologie curable, qu'il n'y a pas des causes psychologiques là-dessus. Il faut rassurer la famille. C'est d'appuyer surtout la relation avec la patiente. En fait, la prise en charge psychologique, c'est une relation triangulaire entre médecin, patiente et famille. Donc, je vous propose un schéma thérapeutique qui était, ce sont des recommandations de services de gynécologie. C'est bon. Déshydratation modérée, si on est devant. Merci.